Bien, écoutez, amis de la Fondation ou amis scientifiques, ou amis de la Fondation et amis scientifiques, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a plusieurs scientifiques éminents aussi dans la salle. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour cette conférence un peu thématique, hein, un peu dans la continuité des conférences qu'on a pu faire, De Gaulle et l'Antiquité, De Gaulle et la philosophie, etc. etc. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer un thème qui, j'espère, je vois que vous êtes assez nombreux, donc qui doit vous intéresser. De Gaulle et la science, c'est en soi, c'est pas un thème nouveau. Hein. Enfin, de Gaulle et la recherche, c'est pas un thème nouveau. Il a déjà été abordé à différentes reprises dans des colloques, dans le grand colloque de 90 ou même dans d'autres colloques ensuite, dans Espoir. Il y a eu un certain nombre de. Mais je trouve que d'abord, on a ce soir un intervenant, un orateur tout à fait éminent et multiqualifié pour nous parler de ce sujet. Et par ailleurs, on est évidemment, par rapport aux publications dont je parle, qui ont maintenant facilement 15, 20, 30 ans, on voit bien que le sujet aujourd'hui de la politique de la recherche, la place que la recherche doit occuper aujourd'hui par rapport à l'État, par rapport à un certain nombre de questions sociales un petit peu nouvelles qui se posent, je pense que ce n'est pas inintéressant de se rappeler finalement toute la genèse de la politique gaullienne très volontariste en la matière, de voir aussi quelles ont été les réussites, les succès, les échecs, et ainsi que finalement les suites encore aujourd'hui, que ce soit au point de vue institutionnel ou même au point de vue d'un certain nombre de réalisations. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Alexandre Moatti, que je remercie bien sûr d'intervenir ce soir à la Fondation. Vous verrez, il a préparé un super truc très construit. Et Alexandre Moatti est qualifié à différents égards pour s'exprimer ici. Il est membre de la Convention. Familialement, il est très attaché au général de Gaulle, puisque son grand-oncle, c'était le député René Moatti, qui était longtemps député gaulliste de Paris, enfin député RPF. Et puis, Alexandre est surtout un grand scientifique, ingénieur général des mines, grand spécialiste. Il a occupé différentes fonctions, à la fois toujours d'enseignement et de recherche, mais aussi des fonctions opérationnelles et de direction, en cabinet ministériel avec Claudie Aignoret, ou d'autres personnes dans la salle étaient aussi à l'époque. Et il est aussi aujourd'hui auteur, enfin il est auteur d'un certain nombre de livres sur l'histoire des sciences, sur les institutions de recherche. Et il est toujours un acteur, un observateur très avisé, très présent aussi sur les réseaux sociaux, sur Wikipédia, enfin toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment, je trouve, quelqu'un d'extrêmement aussi connaissant extrêmement bien les grands débats scientifiques actuels. Alors, par rapport aux interventions où on fait ça un petit peu sous forme de questions-réponses, il a préparé, vous allez voir, une présentation très structurée autour des institutions de recherche, d'un certain nombre de politiques. Alors, il n'a pas évoqué tous les sujets de recherche. D'ores et déjà, je dis pour Pierre, le spatial n'est pas... Il fait une impasse, parce qu'on ne peut pas tout traiter du spatial, mais si tu voudras, tu diras un mot à ce sujet. D'autant que le CNES est quand même aussi, fait partie des institutions voulues par le général. Et puis on abordera un petit peu à la fin un aspect un peu plus philosophique, finalement, du rapport personnel entre Charles de Gaulle, le général de Gaulle, et la science. Bon. Donc, voilà, il va vous présenter sa présentation. Je n'osais pas dire son PowerPoint, je n'imagine pas de dire ça ici à la Fondation Charles de Gaulle, donc sa présentation, ses diapos. J'interviendrai à différentes reprises, et puis on fait toujours le timing habituel, hein, 40-45 minutes. Puis naturellement, après, on vous donnera la parole pour intervenir, soit pour approfondir des sujets qu'il a abordés, soit pour évoquer d'autres points. Donc je lui laisse tout de suite la parole. On est aussi enregistré, puisque c'est des émissions ensuite qu'on met sur la chaîne YouTube de la Fondation. Enfin, on est entre nous, on peut parler d'une façon tout à fait franche et directe. Alexandre, je vous laisse la parole. Merci. Merci Marc, et je suis flatté de cette invitation, et je vous remercie d'être venu assister à cela. J'espère que ça répondra à vos attentes. Peut-être je détaille un tout petit peu mes liens à la Fondation, quand même, depuis une douzaine d'années. On avait été un certain nombre de polytechniciens à s'étonner en 1995 que des articles dans le bulletin de Polytechnique
remettre en selle des ministres de Vichy, polytechniciens. Voilà, et on était plusieurs à avoir recréé, j'étais jeune à l'époque, une association X-Résistance, des polytechniciens de la résistance, et là ça m'avait donné l'occasion de connaître pas mal quelques compagnons de la Libération qui étaient nos présidents. Je pense à des gens comme Jacques Maillet, ensuite quelqu'un qui est peut-être moins connu, qui s'appelle Robert Sonal, qui était un X-Mine compagnon de la Libération aussi. Voilà, et on a fait un peu une histoire de ce que c'était que les polytechniciens dans la résistance. J'en ai fait un article dans la revue Espoir, voilà. Bah oui, voilà, elle est marquée. Et par ailleurs, oui, comme le rappelait Marc, donc en tant que maître René Moiti participe au fameux coup d'Alger en novembre 1942, côté gaulliste. Bon, il n'était pas tant que ça à ce moment-là. Et il est emprisonné d'ailleurs à ce moment-là par les girodistes. Et puis, à la Libération, il est directeur de cabinet de quelqu'un qui est très connu, qui est un grand intellectuel, M. Jacques Soustel, en 1945-1946, au ministère des Colonies. Il ne suivra pas sa voie jusqu'à la forme d'extrémisme à l'OS. Ceci dit, Maître René Moiti démissionnera en 1961 de l'Assemblée nationale, quand De Gaulle prononcera les mots d'Algérie algérienne. Voilà, il s'était engagé avec ses électeurs du 9e arrondissement. Et sa carrière politique s'est arrêtée là ? Oui, tout à fait. Il s'est représenté et le Parti gaulliste a mis M. Kaspereit. Ah oui, il était battu. Voilà. Oui, c'est ça. Il a fait partie des députés gaullistes jugés pas suffisamment favorables à la politique algérienne du général. C'est ça, voilà, ouais. Bah, enfin, il était avocat. Après, mais c'était assez rare. Il n'y avait pas tant que ça de députés RPF de Paris, en 51-55. Et moi, j'avais vu passer quelque chose, mais je n'avais pas gardé copie à l'époque. On ne fait pas attention aux documents. Je n'avais pas l'original, évidemment, mais c'était l'écriture de Charles de Gaulle. Vous direz à Maître René Moiti que je le considère comme un des nôtres, voire un des miens. Excusez-moi, je ne suis pas en train de... mais je me rappelle très bien de ce mot, mais je n'ai pas gardé copie. C'est vraiment dommage. Ou alors, si j'en ai copie, c'est quelque part que j'aurais du mal à retrouver. Voilà, vous avez sa photo là, parce qu'il était président du conseil municipal de Paris aussi en 1900. Vous savez, les gens étaient pendant un an, je ne sais pas si c'est vice-président ou président du conseil municipal. Président du conseil municipal était élu pour un an seulement. Oui, c'est ça, voilà, en 55 avec l'écrivaine Colette. Là, voilà. Je précise, j'aurais dû le mettre sur ce... Il y a juste quelque chose que je voudrais vous faire connaître à Madame Cus, là. Je m'occupe aussi d'une chaîne vidéo universitaire de culture générale. J'en parle parce qu'on a tourné avec Arnaud Tessier ici au premier étage. Arnaud Tessier, président du Conseil scientifique. Oui, tout à fait. Une vidéo sur De Gaulle et le sens de l'État. L'adresse web, comme on dit, c'est www.culturegnum, comme la culture G numérique, culturegnum.fr. Vous avez une centaine de vidéos, dont une tournée à la Fondation Charles de Gaulle. Bon, c'est des vidéos un peu exigeantes au sens où elles font 40 minutes, 50 minutes. C'est un peu pas des cours, justement, des vidéos documentaires. Ça va, vous m'entendez à peu près avec ce micro-là, ça? D'accord. C'est un peu faible au fond. Ah bon, d'accord. Ah oui, il faut que j'approche un peu, alors d'accord, ok. Ah voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme l'a dit Marc, c'est un sujet qui a quand même été pas mal traité. Vous avez bien voulu mettre à disposition le colloque de 1990 de l'Institut Charles de Gaulle à l'époque, prédécesseur de la Fondation, et qui est intéressant parce qu'il y avait encore des gens en vie, là, son conseiller scientifique, M. Pierre Lelon, M. Henri Pigagnol, qui a été le premier délégué général à la recherche scientifique et technique, et ces gens-là animaient le débat avec des grands historiens comme M. Duclerc ou M. Pestre, ça c'est plutôt en 2004, là. Mais bon, voilà, c'est un sujet qui est pas mal connu quand même. J'ai plus fait œuvre de vulgarisation ici que je vais faire, et puis peut-être essayer de mettre en perspective, et puis moi des choses qui m'ont étonné dans
dans ma pratique dans mon analyse des 80, enfin des années 60-90 là, puisque après j'en rentrerai dans le vif du sujet, excusez-moi, mon dernier ouvrage est consacré à un projet giscardien qui s'appelait l'Institut Auguste Comte 1977-1981. Voilà, et vous avez dans la salle l'ancien directeur des études de l'Institut Auguste Comte, M. Rath, normalien, qui a écrit un livre sur Giscard d'Estaing aussi. Bon, mais il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer dans certaines enceintes, donc je ne m'appesantirai pas plus sur Giscard d'Estaing. Mais on peut quand même saluer le livre de Philippe Rath, voilà, qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Oui. L'autre grand président, voilà, l'autre grand président, par rapport à De Gaulle et puis Giscard d'Estaing, et on redécouvre un petit peu ce septennat-là aussi qui est intéressant. Bon voilà, donc je rentre dans le vif du sujet pour vous dire que donc c'est plutôt un peu des étonnements que je vais vous faire part par rapport à un sujet qui est quand même pas mal débattu, donc qui est pas mal étudié, quoi. Et donc voilà, sur la période 45-46, janvier 46, hein, c'est pas long, 44-46, c'est pas long, hein, il n'y a pas beaucoup de décisions concernant la recherche scientifique, mais il y a quand même l'ordonnance créant le CEA, hein, dernière limite, hein, 3 mois avant que De Gaulle s'en aille. Ils avaient d'autres choses à traiter à l'époque, en 44-46, que la recherche, mais donc je vous rappelle que ouais, j'y reviendrai. Donc, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce duumvirat, on va dire, hein, entre un scientifique et un administrateur. Hein. Donc l'administrateur, c'était Raoul Dautry, hein, quelqu'un qui s'était heureusement mis à l'écart de la collaboration. Hein. Il s'était réfugié à Lourmarin dans sa propriété, là, donc qui était ministre avant 1940. Et puis, bien sûr, Frédéric Joliot-Curie, bon, voilà, ce lien avec les communistes, déjà, donc, et qui est, lui, le haut-commissaire à l'énergie atomique, ça s'appelle. Hein. Donc, le haut-commissaire à l'énergie atomique, c'est le poste du scientifique. Je fais un petit clin d'œil à l'actualité parce que c'est des choses qui sont restées très fortes encore maintenant. Hein, notre directeur de cabinet commun chez Nuret, c'était M. Bigot, disparu l'année dernière malheureusement, qui a été les deux, oui, qui était haut-commissaire puis administrateur délégué. Et permettez-moi de faire un peu, parce que vous m'aviez demandé de faire un peu d'actualité, donc je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit de... Il n'y a pas de censure ici. Bon, d'accord. Le poste actuel, enfin je veux dire, le dernier qu'il ait marqué, ce poste, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, M. Yves Bréchet, membre de l'Académie des sciences, et qui a vraiment claqué la porte, on peut dire, bon, qui avait été nommé par M. Hollande, mais qui a claqué la porte vraiment il y a 2 ans, en disant que la France n'a pas de politique nucléaire, que les jeunes membres des cabinets ministériels n'ont plus de compétences techniques. Hein, voilà, donc c'était un pavé dans la mare politique assez important, puisque ça s'est traduit aussi par une interview, une audition plutôt, qui a fait beaucoup de bruit d'Yves Bréchet dans la fameuse commission Armand Schellenberger, du nom d'un député d'Alsace LR, et d'un Armand qui est l'arrière-petit-fils de Louis Armand, un X-Min, lui qui est LREM. Bon. Et donc voilà, ça fait des gorges chaudes. Enfin, excusez-moi, je fais un peu d'actualité, quoi, parce que Yves Bréchet a dit, voilà, quand je donnais moi en tant que haut-commissaire, membre de l'Académie des sciences, spécialiste des matériaux, de la haute tenue des matériaux, de la mécanique des solides, etc., quand je fais des recommandations, plus personne ne m'écoute. Enfin, c'était assez loin, hein, ce qu'il a dit, quoi. Donc, puis c'est quelqu'un qui a plus sa langue dans sa poche, là, maintenant. Alors, avant, il était très discret, il ne parlait pas beaucoup de choses, et maintenant, voilà, c'est ça, merci, il se lâche, comme on dit maintenant, voilà. Donc, bon, tout ça pour vous dire que ça reste des débats ça reste des... Je ne sais pas sur quoi était basée cette position de créer un duumvirat, mais ça reste fort, quoi. Hein, donc, oui. Une question, là, sur l'histoire, enfin, le CEA avant le CEA, est-ce qu'on sait à peu près à partir de quel moment De Gaulle... Parce qu'on sait que De Gaulle a été approché avant même la fin de la guerre
par des scientifiques. Je crois même on dit même que lors de son voyage, alors il est allé aux États-Unis, donc en juillet 1944, puis au Canada, et puis voilà, il y a eu une entrevue un petit peu secrète, etc. Bon, à quel moment De Gaulle a pris conscience du potentiel que le nucléaire allait représenter pour la France? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parce que... Oui, allez-y, monsieur. Si Pierre. Bertrand Goldschmidt raconte ça dans son livre Le complexe atomique. À la conférence d'Ottawa, le général de Gaulle sort le tarmac c'est Bertrand Goldschmidt qui le raconte comme ça, et il rencontre 3 scientifiques, donc Bertrand Goldschmidt qui a, comment dirait, les 2 autres vont me revenir, mais peu importe, qui ont 3 minutes, explique-t-il, sur le tarmac pour expliquer au général de Gaulle le projet Hiroshima. Kowarski, non, comme ça. Donc là, on est à l'été. Le projet Manhattan. Okay. Donc là, on est à l'été 44. Oui, c'est assez tardif. Parce que c'est le voyage de juillet 44. Non, pas 45. Non, pardon, juillet. Le voyage que le général fait aux États-Unis et au Canada, Québec. Non, mais la conférence d'Ottawa, c'est avant. Ah oui, d'accord. Oui, ça doit être avant que les bombes explosent, je pense. C'est avant le 8 août, oui. Donc on est encore pendant la guerre. C'est quand même assez tardif, quoi. Mais c'est tardif. C'est tardif. Il faut bien dire aussi que même l'Allemagne nazie n'a pas joué cette carte-là du tout. Ils ont joué la carte des V2, etc. Le nazisme ne tenait pas très au sérieux la physique atomique. Mais enfin, ils avaient développé autre chose qui aurait pu être tout à fait dangereux. Donc voilà, en effet, c'est une question de savoir quelle perception avait De Gaulle de la force atomique avant la bombe, quoi. Mais ça, il y a peu de gens qui avaient une perception avant qu'elle explose. Et donc là, d'emblée, dès 1945, il y a déjà suffisamment de scientifiques pour constituer des équipes au CEA, dans ce tout nouvel organisme. Il y avait aussi Joliot Curie, pour le coup, avait fait la pile à l'eau lourde jusqu'en 38, 39. Oui. Le dernier assistant de Marie Curie. Et qui, du fait de son judaïsme, a été obligé de partir au Canada. Il est parti avec les stocks de Lourdes, qui étaient à la Sorbonne, je crois. Ça s'appelait la pile Zoé. Alors c'était des processus expérimentaux, on était loin de la réaction en chaîne et de l'explosion, mais il y avait, en France souvent on a comme ça les prototypes avant que le reste soit développé ailleurs. Mais ces histoires de dates sont très intéressantes, donc voilà, là c'est une ordonnance qui applique le décret du 30 octobre 1945, on va pas... c'est ce que vous disiez. Dans les mémoires de guerre, De Gaulle dit avoir été au courant des travaux d'Oppenheimer avant Hiroshima. Voilà, donc, mais pas beaucoup avant, peut-être un an avant, mais bon, voilà. Et quand même, pardon, les textes sur le CEA sont toujours en vigueur, en fait. Oui. L'ordonnance 45 est toujours... Oui, ils ont été pas mal modifiés. D'accord. Et alors quand même, cette une, elle est souvent mise en... quand même, vous lisez là une révolution scientifique, quoi. Quand la bombe explose et fait je ne sais pas combien énormément de morts, le Monde titre une révolution scientifique. Voilà, c'est souvent mis en avant dans les colloques d'histoire des sciences et des techniques, c'est pour ça que je me permets de le faire devant vous. On est le mercredi 8 août 1945. Quoi. Qui était le directeur à ce moment-là du Monde? C'était Beuve-Méry. D'ailleurs, c'est écrit, je pense. C'est écrit là-bas, c'est écrit là-bas. Oui, Beuve-Méry, on voit là le bout. Mais je ne sais pas s'il faut l'imputer à Beuve-Méry. C'est un état d'esprit aussi à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une révolution scientifique. Oui, c'était une révolution scientifique. Vous avez des pages du père Théard de Chardin que j'ai pas mal étudiées sur la bombe atomique aussi, qui sont tout à fait étonnantes de nos jours, quoi. Et alors là, je saute à... C'est quelqu'un que j'ai connu, moi, une fois, je l'ai vu dans l'Assemblée du Corps des Mines. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le premier ministre des Armées de Gaulle, quand même, de juin 58. Là, on passe à 58, à février 60. Et après, Messmer, pendant 9 ans, moi j'avais plus ce souvenir-là, que Messmer était ministre des Armées pendant 9 ans de rang, c'est beaucoup. Tout ça pour vous dire que c'est scientifique, quoi. Guillaume, il était censé être scientifique, il était X-Mine, et il est ministre des Armées, quoi. Je fais le lien avec la bombe H telle que la voulait De Gaulle, et le fait qu'il mette en place Guillaume comme ministre des Armées.
qui n'était pas forcément, on peut discuter après, enfin, il ne restera pas à sa place pour l'Algérie, par exemple, du tout. Il n'était pas à sa place du tout pour, si je me permets, on peut faire des critiques aussi, donc des analyses critiques, on va dire. Il n'était pas à sa place pour l'Algérie, puisqu'il est remplacé par Mesmer, mais il était à sa place pour la révolution scientifique. Il avait été administrateur général du CEA avant, justement. De Gaulle l'avait nommé en directeur des carburants en 1944, qui était un poste important. Et donc, non, mais c'est un personnage qui m'intéresse pas mal, moi, dans mes études sur le corps des mines. Donc, et De Gaulle, ça connaissait sa famille, bien sûr, le général Adolphe Guillaumat, qui était un Saint-Cyrien, plus âgé que De Gaulle, mais qu'il avait dû connaître. Et donc, il connaissait le fils Guillaumat. Voilà. C'est des petites choses comme ça que j'essaye de mettre en avant, je ne sais pas si ça vous intéresse. On continue sur l'épopée atomique militaire. Donc, les premiers réacteurs de Marcoule militaires sont à compter de 1956. Donc, c'est quand même la 4e République qui commence certaines choses, quoi. Et là, je n'ai pas la réponse à la question comment les Français ont-ils fini par avoir la bombe H C'est un sujet qui est encore pas mal discuté de nos jours. Il y a des querelles polytechniciennes autour d'un livre de Robert Dautrey. Robert Dautrey, c'est quelqu'un qui vit encore, qui est aussi un X-Mine que je croise, qui est centenaire, sur le pont de l'île Saint-Louis, là. Voilà. Qui a été commissaire, merci. Bon, voilà. Donc, non, je vous parle de ces querelles polytechniciennes, parce qu'elles sont intéressantes aussi, parce que c'est Perfit qui, dans C'était de Gaulle, a dit que c'était Robert Dautrey qui était le grand chef de la bombe H. Et Robert Dautrey a repris ça dans ses mémoires assez tardives. Et puis, il y a un certain nombre de polytechniciens, après, enfin, pas dire de base, mais de gens qui ont vraiment fait la bombe, qui ont dit, bon, bah, Dautrey, c'était juste, il assurait le lien avec les pouvoirs publics, et il avait un sacré bagou, etc. Il parlait à Perfit, il parlait à De Gaulle, il parlait à Debré, donc voilà. Mais il n'y avait pas de valeur ajoutée scientifique. Je m'excuse, je fais comme ça des petits... Parce que c'est quand même un débat qui est assez... pas encore tout à fait tranché, ça, qui mériterait de l'être. Et certains polytechniciens donc de base là disent que heureusement qu'il y avait les ingénieurs anglais qui ont fini par dire bon ben là c'est bon là, mais c'est ça que vous devriez faire à tel moment, quoi. Ce que vous faites est bien, mais à tel moment vous devriez faire ça. C'est ce qu'on lit dans certains témoignages de ces ingénieurs, de ces polytechniciens. Des ingénieurs anglais. Anglais. Oui, pas américains, anglais. Non, pas, ouais. Oui, tout à fait. Oui, non, pas américains, non. Enfin, voilà, donc... mais qu'il l'aurait fait de quelle manière? Sur instruction politique? Peut-être en coopération scientifique uniquement, ça peut arriver aussi de manière désintéressée, après tout. Écoutez, je n'ai pas recreusé ce sujet depuis quelques années, donc je ne vais pas... Et puis, c'était peut-être aller un peu trop en profondeur, là, mais donc, il y a un débat. Oui, tout à fait, oui. Donc, comment le déclic s'est-il fait? C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Donc... on en reparlera après, si vous voulez. Oui. Et l'épopée atomique civile, donc c'est les 3 réacteurs de Chinon, donc parce qu'on oublie ça. On dit c'est le plan Mesmer 73, la loi les plus incultes disait Giscard d'Estaing. D'autres qui s'y connaissent, c'est le plan Mesmer 73, qui était assez remarquable parce que octobre 73, c'est juste après le choc pétrolier de, je sais pas, un peu avant 73. Donc le gouvernement réagit très vite. À l'époque, on réagissait, quoi. Je veux dire, le plan Mesmer, c'est octobre 73 pour le nucléaire civil, quoi. Mais bon, le nucléaire civil partait pas de rien, puisqu'il y avait quand même... c'est la 4e République qui les avait fait aussi. Donc, ils sont mis en service en juin 63. Et les autres... donc, c'est ce qu'on appelle la filière UNGG. Là, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails. Excusez-moi, c'est difficile d'être omniscient, donc je ne le suis pas, d'ailleurs. La filière uranium naturel, graphite, gaz. Voilà, les seuls réacteurs qu'il y a eu, ils sont tous démantelés maintenant, ou en cours de démantèlement. Les 3 Chinons, ça c'est sûr. Bugey, peut-être pas entièrement. Saint-Laurent-des-Eaux, c'est sur la Loire, je crois. Oui, c'est près de Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Laurent-des-Eaux, c'est près de Saint-Benoît. C'est dans le Loir-et-Cher. Oui, quand on visite l'abbaye de Saint-Benoît, on voit les... c'est limite Loiret-Loir-et-Cher, je crois. Mais alors ça, moi j'ai toujours entendu dire que ce fameux débat graphite-gaz contre eau pressurisée,
c'était aussi un débat entre CEA, EDF, entre, je ne sais plus, les polytechniciens. Oui, alors après, il y a... Bon, enfin, De Gaulle, évidemment, on sait, soutenait la décision de passer à l'eau pressurisée. C'est Pompidou qui l'a prise une fois arrivé à l'Élysée. Et j'ai même lu différents articles au moment où EDF avait ses problèmes cet hiver sur les centrales. L'article de journalistes scientifiques, ils disaient, mais ça... En fait, voilà, tout ça, ça remonte finalement à ce débat où il y a eu une technologie qui a été choisie pour les raisons qu'on sait, mais avec peut-être une difficulté sur le long terme de maîtrise de ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, c'est pas facile parce que... non, je vais dire que je réponds pas à vos questions, parce que vous avez dit donner des alternatives. Là, il y en avait une autre aussi, c'est que c'est les communistes qui maîtrisaient tout ce qui est de l'eau lourde, comme ralentir... Enfin, les communistes, c'est Joliot-Curie qui maîtrisait ça, quoi. Enfin, c'est plutôt... et qu'on a fait que De Gaulle a fait le graphite gaz au CEA pour en exclure les communistes. Bon, alors ça fait partie des explications. À mon avis, c'est un peu retors comme explication, mais comme celle de dire, voilà, les réacteurs Astrid finalement Macron s'est décidé à lancer, là, c'est les descendants de l'UNGG. Bon, enfin, les technologies ont tellement évolué depuis 1957, enfin 70 ans, 65 ans, que c'est difficile de tracer des filiations. C'est vrai que d'un côté, il y a l'eau lourde et l'eau pressurisée qui sont déjà pas la même chose. De l'autre côté, il y a le graphite et le plutonium, hein, qui sont dans l'UNGG et dans Astrid. Donc on peut créer des filiations comme ça, mais bon, je ne prendrai pas cette responsabilité d'aller au-delà, quoi. Donc en tout cas, le débat est tranché après le départ de De Gaulle. Oui, ça c'est sûr, hein. Mais alors, donc chez De Gaulle, il y avait, il faut le souligner quand même, l'UNGG, c'est la France qui fait ses réacteurs, quoi, l'indépendance énergétique, et ils voulaient exporter aussi à l'étranger. On leur a fait, avec moins de succès, il faut bien dire, sur les EPR, donc sur l'autre génération, donc, puisque le truc en Finlande ne marche toujours pas encore, mais enfin, croisons les doigts, espérons que ça marchera. Ce que j'ai vu aussi à travers mes recherches, c'est que moi j'ai travaillé sur la naissance des éoliennes. Il y avait une thèse qui avait été faite. C'était sous la 4e République, ça. Et on voit que la direction des études et recherches d'EDF s'industrialise vraiment. Enfin, sous l'impulsion de De Gaulle, il y a vraiment une industrialisation, alors qu'avant, c'était un peu une recherche artisanale qui était faite. Et ça apparaît très bien. D'ailleurs, on laisse tomber ces essais d'éoliennes à ce moment-là, dès qu'il y a Chinon. Et puis, la direction des études et des recherches se reconcentre sur des projets importants, enfin, plus importants en tout cas. Voilà ce que je dirais sur l'épopée atomique, c'est court, mais enfin, il faut balayer un certain nombre de sujets, encore je ne le ferai pas tous. L'organisation de la recherche, alors ça vous verrez, c'est plein de sigles, alors c'est moyennement passionnant, mais je pense que c'est important de voir ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est vraiment très rapide aussi, 28 novembre 58, sur l'organisation de la recherche scientifique et technique. Alors là, bon, là aussi on peut en discuter, mais là c'est plus établi, ça c'est certain, par les hommes notamment, en filigrane, une forme de continuité autour des engagements de Pierre Mendès France, et certains des hommes qui travaillaient avec Pierre Mendès France. C'est pas qu'une tradition de gauche qui veut voir une espèce de filiation entre ces deux hommes d'État. On peut, enfin, c'est concret, quoi. Il y a des éléments tout à fait concrets là-dessus que je mets un petit peu. Donc, il était président du Conseil 54-55, comme on le sait. Il a un secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique. C'est intéressant ces termes-là. Donc, Longchambon. Et alors, souvent, on entend parler dans les milieux universitaires du colloque de Caen. Donc, c'est Pierre Mendès France qui faisait une revue après son passage comme président du Conseil. Il se retrouve directeur d'une revue, en fait, assez modeste. Mais il organise ce colloque de Caen en novembre 56. Et compte tenu du prestige qu'avait Mendès France, beaucoup de scientifiques y participent pour réorganiser la recherche française, pour réfléchir, là, comme on dirait, un Grenelle de nos jours de la recherche. Donc, sachant qu'il y a un Grenelle qui a été utile, mais peut-être d'autres aussi, mais bon. Et il y a un colloque de Grenoble, octobre 57, et il faut savoir que je mets ça, mais le Spoutnik soviétique,
4 octobre 57, c'est le coup de tonnerre dans le ciel. Pas tellement en France d'ailleurs, en France aussi bien sûr, mais pour les États-Unis c'est un coup de tonnerre. Hein, c'est ça qui va lancer toutes les politiques spatiales, les politiques de transmission des données qui aboutissent à Internet, trouvent leur origine dans le choc qu'il y a eu aux États-Unis après que les Russes ont envoyé leur Spoutnik tourner autour de la Terre, quoi. Donc octobre 57, c'est vraiment une révolution scientifique, comme dirait Le Monde 12 ans plus tôt, quoi. Donc voilà. Alors bon, voilà, ça restait du niveau d'une revue, là, faut bien dire ce qui est. Donc c'était pas Pierre Mendès France n'était plus au pouvoir, c'était des réflexions, c'était des Grenelles, et on peut considérer que De Gaulle va mettre en œuvre ses idées, hein, sous la bannière d'une 5e République qui agit, une 4e République qui réfléchit, très bien, une 5e République sur le sujet en tout cas, une 5e République qui agit. Donc voilà, il y a un autre élément, oui, c'est important ça. Il reçoit longuement, hein, c'est ce qui est dit dans le colloque là, le mathématicien André Lichnerowitz, hein, qui avait fait le rapport de Caen, le rapport du colloque de Caen, et De Gaulle le reçoit longuement, et Lichnerowitz était un ancien du cabinet Longchambon, donc lié à Mendès France. Hein. Donc voilà, je voulais faire cette filiation qui est à peu près bien établie maintenant. Voilà. Et l'ordonnance de 58, elle définit toujours aujourd'hui l'organisation de la recherche en France ? Alors là, plus du tout. Marc. Plus du tout. Pour le coup, non. Autant pour le CEA, je vous aurais dit oui. Autant là, non. Non, ça, on peut dire que c'était très particulier. Je vais y venir si vous voulez, parce que vous allez voir que c'est quelque chose de très... Même c'était même contesté par Pompidou, même directeur de cabinet du général, donc vous allez le voir. Donc c'est vraiment un comité de 12 sages, hein, avec les ministres concernés. Là, les ministres concernés, c'est important parce que tous les ministres qui ont des grandes écoles, le ministre de l'Agriculture, c'était le greffe, etc. Enfin, il y avait quand même pas mal de ministres. Dès fin 58, quoi. Hein, donc, pardon. Dès fin 58. Et c'est vraiment 12 sages renouvelés tous les 2 ans, par moitié, hein, presque un sénat de la recherche. Hein. Et on voit, ça apparaît dans le colloque, là, c'est pas des représentants d'institutions. Hein. L'Académie des sciences voulait y être représentée ès-qualité, il n'en était pas question. Il n'y a pas de représentants des grands corps d'État. Je fais l'historique, donc ça répondra à votre question. Donc je pense que donc ils ont choisi intuitu personné. Oui, intuitu personné, oui, ça c'est sûr. Un gouvernement de la science, hein, secondé rapidement, au bout de 3 ans, secondé par cette fameuse délégation générale à la recherche scientifique et technique, qui reste une invention tout à fait intéressante de cette période-là. Donc, mais à l'époque, Georges Pompidou, directeur de cabinet, soulève une objection. C'est là qu'on voit que Pompidou, excusez-moi, je réfléchis tout haut, et peut-être plus bureaucratique, on va dire, enfin plus traditionnel en tout cas, ça c'est certain. Il soulève l'objection il est Conseil d'État, hein, il soulève l'objection voilà, on ne va pas créer un comité qui nuit à l'indépendance, qui est contre l'indépendance des ministres, quoi. Donc bon, et c'est comme ça d'ailleurs que ça va être abandonné petit à petit, enfin que ça, par la suite, ça sera abandonné, pas trop sous Pompidou, mais il faut savoir que des comités comme ça, il y en a eu, excusez-moi, j'aurais dû retrouver les dates, des comités comme ça, il y en a eu auprès du président des États-Unis pendant assez longtemps, hein, il n'y en a plus maintenant, hein, mais jusqu'à... il y avait un Scientific Executive Committee placé auprès du président des États-Unis jusqu'à Obama. C'est à ce moment-là que ça a dû se terminer. Donc, et donc là, c'était le cas. C'était un comité de sages placé auprès du Premier ministre. Auprès du Premier ministre. Oui, placé auprès du Premier ministre, Monsieur Debré. Donc, mais enfin, évidemment, ça pouvait être mal vécu par les ministres concernés. Oui, enfin, ils participaient quand même, mais ils participaient au même titre que les 12 autres, quoi. Voilà, il n'y avait pas de... C'était... Mais même, il y avait... Alors, attends, voilà, c'est... Pierre Lelong, qui était conseiller du général, souligne, c'est très très intéressant, il utilise le mot participation. Hein, c'était vraiment comme la participation dans les entreprises, il fallait que la
communauté scientifique participe aux choix scientifiques fondamentaux, quoi. Et donc cette notion de participation, je la trouve intéressante appliquée à cet endroit-là, à ce domaine-là. Donc voilà, bon, il y a un très très bon article de, malheureusement il est disparu, Girolamo Ramoni, qui était au CNAM, vraiment un article de 40 pages sur le fonctionnement du CCRST, beaucoup de sigles, hein, donc comité consultatif de la recherche scientifique et technologique et technique, on disait à l'époque. Hein. Donc il y a des fonds d'action concertée. Ce terme d'action concertée, je pense qu'on l'utilise toujours encore maintenant. Donc ça a été, enfin on l'utilisait de notre temps encore en 2002 là. C'est voilà, action concertée. Et c'est ça qui a amené aussi à la création des organismes de recherche que je vais détailler après. C'est des actions concertées sur l'océanographie, sur le spatial, etc., sur la biologie, qui amènent à à la création d'un certain nombre d'organismes que je détaillerai tout à l'heure. L'importance des budgets, là aussi on lit, fin 1959, M. Debré propose plus 6 millions de francs. Alors c'est difficile de rentrer dans le détail budgétaire parce qu'on ne sait même plus si c'est d'ailleurs des anciens francs, des nouveaux francs un peu compliqués, donc ça ne nous parle pas trop. Je vous demande de regarder la proportion, en tout cas la relativité entre les deux. Et Pierre Lelon se bat, et enfin c'est ce qu'il dit en tout cas, il se donne le rôle. De Gaulle tranche à plus 11,8. Et là, il y a une loi de programmation de la recherche, c'est la première fois que ça se fait, et ça existe toujours. Hein. C'est le seul truc qui reste à la limite, c'est ça. Loi de programmation de la recherche, 61, 65, et il va y avoir comme ça des lois de programmation de la recherche. Sauf que, bon, et là je fais un peu de politique actuelle, contemporaine, hein, mais qui s'applique sur les 15 dernières années, on va dire, hein, donc je vise... sauf que... on ne peut pas tellement compter sur la validité d'une loi de programmation de la recherche. Elles sont souvent reprises avec des cavaliers législatifs, enfin, etc. Rarement en plus, souvent en moins, quoi. Voilà, donc c'est tout le débat entre les lois de programmation et les lois de finances. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Mais voilà, la loi de programmation, je ne sais pas dans quel domaine autre ça s'applique. Maintenant, il y a des lois de programmation partout. Ah, c'est ça, oui, d'accord, comme les Grenelles. D'accord, ok. Donc, ok. Enfin, il y en a une, enfin partout. Il y a évidemment la loi de programmation militaire. Il y a maintenant une loi de programmation sur la sécurité intérieure. Il y a une loi de programmation sur la justice. Donc il y a un grand nombre de domaines, évidemment, pour des raisons justifiées, puisque souvent ça concerne des investissements qui s'inscrivent dans une certaine durée et qui ne doivent pas être mis en cause par les budgets chaque année. Oui. Voilà. Mais donc il y a maintenant une tendance à la prolifération de ces lois de programmation. Voilà, oui. Enfin, en tout cas, je ne sais pas combien il y en avait à l'époque, mais cette loi de programmation de la recherche existe à partir de mai 61. Donc voilà. Je vais accélérer un peu parce que, bon, donc création d'organismes de recherche, certains sont plus compétents que moi pour parler de la création du CNES, Centre national d'études spatiales. Ce mot études aussi est intéressant. Institut Auguste Comte, là où était M. Rath, c'était Institut Auguste Comte, pour l'étude des sciences de l'action. Vous voyez, il y avait ce terme étude qui me paraît intéressant. La DRME, Direction des recherches et moyens d'essai à la Défense, ça deviendra la Direction des recherches et études techniques qui a vraiment beaucoup été utile à la Délégation générale de l'armement. Hein. Beaucoup de polytechniciens ont eu des bourses de la DRET, etc., encore dans les années 2000. Hein. Donc, le Centre national d'exploitation des océans, hein, on ne pense pas trop à ce domaine. Aujourd'hui, c'est l'IFREMER. Donc, le plan calcul, l'IRIA, Institut de recherche. C'était la Prairie, le compagnon de la Libération, qui était directeur. Ah, il était compagnon de la Libération, d'accord. Je crois, hein, il était compagnon de la Prairie. Il a été le premier président de... D'accord, ok. Oui, la Prairie, il est... Oui. Du CNESO. Ouais. L'IRIA, j'y reviendrai parce que c'est un peu en demi-teinte, pour ne pas dire un échec, mais finalement qu'on peut expliquer, on peut essayer d'expliquer, mais j'accélère un peu, excusez-moi. J'ai ajouté, Marc, l'Institut Laon-Langevin de Grenoble, hein, accord une grosse faute d'orthographe, là, je suis désolé, accord franco-allemand du 19 janvier 67, en application du traité de 63. Hein, donc, c'est encore aujourd'hui, c'est parmi les faits, comme j'ai rajouté, j'ai fait un peu vite, je vois, faisceaux de neutrons les plus intenses au monde, à Grenoble, du nom des deux fameux physicien, Max von Laue, prix Nobel, physicien prix Nobel, le seul qui s'est opposé un peu, enfin qui s'est opposé au pouvoir nazi, et Paul Langevin, donc qui était un physicien bien connu aussi. Donc ça reste un
un accélérateur de neutrons très très utilisé oui, encore de nos jours. Tout ça, ce sont des organismes qui ont été créés dans les années 60, qui sont toujours aujourd'hui des organismes. On peut rajouter l'INSERM en 63 ou 64. Oui, Voilà, je l'ai oublié en effet. Il s'appuyait aussi sur l'Institut national d'hygiène qui avait été créé par Vichy aussi. Alors toutes ces filiations sont à faire aussi. Voilà, mais ils existent toujours. Enfin, l'IFREMER existe toujours, l'INRIA existe toujours, etc. Tout à fait. Alors là, bon, on peut mettre quelques... C'est pas un bémol, mais c'est vrai, c'est souligné dans le colloque, une forme de rapport à l'État qu'on peut appeler étatisme, allez, on y va, qui va favoriser beaucoup la recherche publique au détriment de la recherche privée. Et peut-être, je ne sais pas, mais on entend toujours dire que les entreprises françaises ne font pas assez de recherche, etc. Peut-être ça trouve aussi sa source à ce moment-là. À discuter éventuellement, mais enfin ça avait été souligné par certains interlocuteurs, acteurs de l'époque et certains historiens aussi. Et alors là, vous parlez peu des universités. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une particularité française. C'est vrai que dans beaucoup de pays, la recherche, elle s'appuie sur des universités très fortes. Et à l'époque, le choix n'a pas été fait. Enfin, le choix a été fait de créer des organismes publics ad hoc, un peu par métier, par filière, et non pas de s'appuyer. Je ne sais pas si c'était possible d'ailleurs, mais non pas de s'appuyer sur l'université. Je crois que ce n'était pas possible encore à l'époque, quoi. C'est ça, excusez-moi, mais c'est pour ça qu'il y avait eu le CNRS en 1935-6, et les universités n'avaient pas pris la dimension recherche encore, quoi. Donc c'est ce grand drame français d'universités qui ont été squeezées à la fois par à ce moment-là, on a fait le choix, peut-être parce qu'il fallait aller vite, oui, on a peut-être fait le choix justement de créer des organismes, plutôt que d'essayer de... Oui, on n'a pas fait le choix allemand, voilà. Ça c'est certain. Mais le choix allemand, il avait été fait en 1870 déjà, voire avant même. Donc et les universités étaient toujours à la traîne, et c'est pas à ce moment-là qu'on les a raccrochés, c'est certain. Ça c'est sûr. Bon, c'est mieux maintenant. Il y a cette notion d'avance remboursable, il faut vraiment que j'accélère, excusez-moi, vous m'avez dit 40 minutes, avance remboursable en cas de succès, qui est, mais enfin bon, c'est un dialogue. On pourra en parler plus tard, oui. Avance remboursable en cas de succès, qui est justement pour ces actions concertées, pour des entreprises qui sont créées en 64. L'ANVAR, Agence nationale de valorisation de la recherche, est créée en 67. Moi, j'ai travaillé à l'ANVAR, j'étais déjà de l'ANVAR en 90 par là, et c'était la valorisation industrielle des brevets publics au départ, sous De Gaulle. Et puis avec Giraud et Giscard, ça va être les aides à l'innovation pour des entreprises, mais toujours en avance remboursable, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est la BPI, pour moi c'est la BPI. Donc, l'ANVAR a été repris dans la BPI. Ah oui, mais alors attendez, il y a eu l'ANVAR, ensuite il y a eu OSEO. Il y a eu ANVAR, OSEO. Et puis la BPI, c'est pas que OSEO, c'est l'ancien crédit des PME, etc. Voilà, il y avait BDPME, enfin CPME qui était devenu BDPME, OSEO ANVAR, et puis il y avait les équipes de la Caisse des dépôts. Oui, et puis du Crédit National aussi. CDC, donc la BPI, c'est devenu un magma aux mains des inspecteurs des finances. Enfin, bon, faudrait là, on parlera de ça au débat si vous voulez. Voilà. Mais enfin, la notion d'avance remboursable, elle était là, et d'aide à l'innovation aux entreprises, elle était là en 64. Mais ça a été un instrument considérable de développement de grands programmes. Durable, notamment dans l'aéronautique. Oui, c'est vrai que j'en parle pas, mais oui, tout à fait. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est vraiment la recherche publique, mais j'aurais dû rajouter la recherche technique aussi, quoi. J'avais la crainte qu'avec les universités, qu'avec l'Institut Laot-Langevin, qu'avec Joliot, etc., on reste en physique théorique, quoi. Donc il y avait cette impulsion vers une recherche publique technique. L'IRIA, le CNEXO, la DRME, le CNES, c'était une recherche publique, mais technique aussi, quoi. Enfin, ce qui gardait la part fondamentale, mais qui allait vers la technique, et qu'on ne voit pas sous la 4ème République. Ça, c'est la 4ème République reste très recherche fondamentale, etc. Donc, faut aller sur la recherche technique. Bon, les hommes, on va aller vite là. D'ailleurs, ça vous montre un peu
la façon dont donc Pierre Pigagnol, hein, je vous montrerai sa photo tout à l'heure, donc des Normaliens tous, hein, il participait au colloque de 2000, hein, donc c'est le premier DGRST. Ensuite, moins connu, André Maréchal, donc voilà, beaucoup plus connu Pierre Aigrin parce qu'il est secrétaire d'État sous Giscard, hein, Pierre Aigrin, donc et pas normalien, voilà. Et après, bon, après ça devient, c'est là qu'on voit que ça un peu, pas déliquescent, mais disons que ça s'estompe parce que c'est un cumul. C'est un cumul avec d'autres fonctions administratives. Avant, c'était le président du CCRST, c'était un scientifique en exercice. Le DGRST, il faisait que ça. Après, bon, voilà, ils sont un petit peu... bon, enfin, c'est pas exactement au même moment, mais je pense que c'était plus valorisant à ce moment-là d'être DG du CNRS, voire DG du CNES, président du CNES, que de DGRST. Enfin, ça avait perdu un peu de son efficacité à ce moment-là. Je signale... ce physicien tout à fait remarquable, un X-Min qui avait bénéficié du fameux décret Suquet en 1939 pour que les corps d'État fassent de la recherche. Et la DGRST disparaît en 81. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais voilà, les hommes sont intéressants. Et alors, je vous lis le témoignage de Raymond Latarjet, un biologiste, qui est un des 12, là, dans ce... Alors, voilà à peu près ce qu'il dit. Bon, à part pas de Gaulle, hein, donc il faut se méfier des... Voilà à peu près ce qu'il dit. Il dit en 2000 à propos d'un truc de 1960, mais c'est toujours intéressant. Donc, De Gaulle participe à une réunion du CCRST et dit « Messieurs, vous pensez que de la part d'un général, on soit spécialement intéressé par les grands projets spectaculaires que sont la conquête de l'espace, les profondeurs océaniques, les problèmes de l'énergie et de ces transformations dont dépend la société. Mais moi, au fond de moi-même, je me demande si cette mystérieuse biologie moléculaire, à laquelle je ne comprends rien d'ailleurs, n'est pas plus riche de développement futur. » Alors chacun écrivit numéro 1, biologie moléculaire. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de témoignage, d'autant que la légende dorée aussi fait qu'il y a quand même 3 prix Nobel de biologie et médecine 4 ans plus tard, quoi. Donc, oui. Si vous voulez, c'est donc évidemment que c'est pas directement, c'est pas la seule cause. Le CCRST n'est pas la seule cause des prix Nobel. L'ADN avait été découvert en 1953, etc. Enfin, la biologie moléculaire, on n'avait pas attendu le CCRST, heureusement pour Jacob et Lvov de se lancer là-dedans. Mais je pense que ça en a fait partie. Voilà. L'action concertée biologie profite à l'Institut Pasteur, bien sûr. Je pense que c'est une création aussi, l'Institut de biologie de Gif-sur-Yvette. Mon ancienne épouse, qui était polytechnicienne chercheuse, a travaillé à l'Institut de biologie de Gif-sur-Yvette. Donc voilà. Bon, je voulais vous donner la réunion Élysée sans date, je la date à peu près à 61, cette parole de Gaulle telle que rapportée par Latarjet. Les ministres de la Recherche, ça m'a beaucoup étonné. Je ne sais pas quel est leur rôle. Donc, une certaine non-continuité, hein, je dirais. Donc, il y en a qu'un qui est vraiment, pendant 3 ans, là, visiblement, ça tourne quand même pas mal, les ministres de la Recherche. Ça n'a pas l'air d'être... voilà, peut-être c'est le CCRST, la DGRST, qui tenait le rôle important. Ça a tendance à renforcer l'idée que le DGRST, vous voyez, Schuman 1 an, avril 67, mai 68, Robert Gallet 1 an, enfin bon, voilà, c'est pas bon. Il n'y a pas une vraie continuité sur le sujet des ministres de la Recherche. Alors, on va parler d'un échec, j'accélère un peu, un échec relatif, le plan calcul, 66, 74, bon, j'ai eu là aussi beaucoup de littérature qui a été écrite là-dessus, c'est difficile de... donc c'est lié à l'affaire Bull, le fait que le Bull était périclitait, c'était lié au programme nucléaire aussi, on utilisait des gros calculateurs aussi dans le programme nucléaire, donc c'était important, quoi. Comme on lit sur Wikipédia, l'État est obligé de lancer fin 66 le plan calcul. Donc ça démarre déjà assez mal, vous voyez, avec cette... Robert Gallet, qui était centralien, je le rappelle, qui était président ici, non, de la Fondation, non, non, Robert Gallet. D'accord, ok, oui, non, je l'ai vu ici. Oui, on le voyait ici, mais... Donc, délégué à l'informatique, 66, je pense que ça s'arrête en 67, après il devient ministre, comme on a vu là.
Et déjà, c'est ça qui est intéressant en fouillant un peu. Donc, création par fusion de la Compagnie internationale pour l'informatique, la C2I, hein, qui restera connue après. Et déjà, j'ai pris ça 20 mai 67 parce qu'il y a déjà une critique de l'informatique. Vous voyez, l'informatique sera le fer de lance de l'industrie française, a conclu M. Robert Gallet. C'est à tort que l'opinion générale la considère comme un facteur social néfaste, susceptible de provoquer des réductions d'emplois. Donc, vous voyez, il y avait déjà cette... dès 67, hein, il y avait déjà cette... bon, je me suis dit, hein, je vais me faire incendier par monsieur le biographe de monsieur Debré, là. Je ne sais pas si ce qui s'est passé en 67-68 au ministère de l'économie et des finances était vraiment enfin, s'il y avait vraiment une vision de ce que c'était que l'informatique à ce moment-là, quoi. C'était vraiment à coup de subvention. Les industriels, les gros industriels, là, Ambroise Roux, le PDG de la Compagnie Générale d'Électricité, jouait beaucoup avec l'État aussi, hein, faut bien dire ce qu'il y est. Pourtant polytechnicien. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais alors, oui, tout à fait. X-Pont, oui, X-Pont, ouais, absolument. Et donc, voilà. Il y a création de l'IRIA en janvier 67 dans les anciens locaux, puisque février 66, on sort de l'OTAN. Donc la création de l'IRIA, Institut de recherche en informatique automatique. Ils sont toujours là-bas. D'ailleurs, le siège de l'INRIA est à Rocancourt, dans ces anciens locaux de l'OTAN. À l'époque, on réutilisait les locaux, qu'on ne faisait pas des constructions tous azimuts, comme on voit maintenant. Donc, des mises aux normes, des trucs. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal les grandes entreprises qui ont savonné la planche de ce plan calcul, quoi. Il était mal parti dès le départ. Et puis, c'était beaucoup de la recherche technique en entreprise. C'est différent d'une recherche d'État dont on parlait tout à l'heure, quoi. Maréchal, DGRST, DISAM, enfin ça on peut le dire de plein de choses si vous voulez, donc c'est des phrases un peu bateau ça parfois. L'informatique n'entrait pas dans la culture des X-Min et NAR qui entouraient le général. Bon, enfin, d'un autre côté on a vu qu'il y avait le CCRST aussi, donc voilà, c'est des phrases... Excusez-moi, je suis un peu critique parfois, j'essaie de voir où sont les sources. Voilà, j'en dirai pas plus sur le plan calcul parce que voilà, je considère... Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire quand même qu'il y a eu malgré tout des suites au plan calcul ? Alors, ça c'est encore un débat qu'on a, mais je m'excuse, je ramène tout au milieu polytechnicien. Je l'ai fait pour la bombe atomique. Je ne veux pas vous donner cette impression, mais il y a un débat, encore une fois, entre polytechniciens qui n'est pas tranché sur... parce que, par exemple, avec Claude Yagnoret, on a redécouvert quelqu'un qui était à l'IRIA, un politicien qui s'appelle Louis Pouzin, qui était un peu un franc-tireur, etc., qui a fait les datagrammes, qui aurait pu être à l'origine de l'Internet, en fait. Et bon, Louis Pouzin, puis toute une école du logiciel libre, enfin du libre derrière lui, ont tendance à taper sur France Télécom, les mauvaises décisions prises sous Giscard, etc., le Minitel, etc. Alors, c'est ça, donc maintenant la vulgate, c'est de dire, enfin je ne veux pas dire la vulgate, disons, ce qui est à la mode, c'est de dire, voilà, on a fait une erreur, mais peut-être Philippe Raff pourra nous dire mieux là-dessus, parce que là on est vraiment dans la période Giscard, mais c'est en directe filiation de ça, c'est qui a la compétence informatique en fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est M. Ambroise Roux à la CGE? Est-ce que c'est cette petite boîte-là, la Société d'électronique et d'automatisme, qui m'avait l'air beaucoup plus futée que la CGE, et donc voilà, attendez, j'étais sur quoi là? Donc qui a la compétence informatique? C'est ça la clé du sujet. Et pour répondre à votre question, Marc, donc il y a d'autres polytechniciens qui disent mais nous ça va, à France Télécom il y avait le Minitel certes, mais les réseaux de données on savait ce que c'était, quoi. Enfin je veux dire, voilà, on faisait pas que du front office avec le Minitel et des serveurs qui permettaient de gérer le Minitel, quoi. On avait une vision de qu'est-ce que c'était que des réseaux informatiques de données, et donc le X25, c'était aussi des réseaux informatiques. Donc voilà, la question c'est qui a la compétence informatique. Je vous dis, en travaillant un tout petit peu, là, cette boîte-là, l'IRIA, bien sûr, France Télécom aussi, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais justement, on va faire un numéro de la SABIC sur la Société des Amis de la Bibliothèque et d'Histoire de l'École Polytechnique sur voilà,
le plan, enfin pas le plan calcul, le Minitel versus l'Internet, où étaient les compétences, et qu'est-ce qu'a apporté l'un, et qu'est-ce que n'a pas apporté l'autre, chacun des deux d'ailleurs. Donc voilà. Ah oui, c'est une hypothèse que je fais, mon directeur de thèse me disait, il faut faire des hypothèses quand on fait de l'histoire. Ça, j'essaye d'expliquer la période à ce moment-là où Giscard est président, mais Philippe, vous me contredirez si... peut-être qu'il y avait chez Giscard une... je m'excuse, hein, je travaille pas mal sur cette période-là, donc il était plus ministre des Finances et qu'on avait une certaine acrimonie, ça coûtera cher au général à mon avis, et il se méfiait de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, la création de l'IRIA, le plan calcul, etc. Et donc il a arrêté le plan calcul, il a bien fait je pense, mais bon, il s'est beaucoup méfié après de tout ce qui venait de ces chercheurs un peu venant de l'IRIA, etc. Donc c'est une hypothèse que je fais. Oui, donc les discussions qu'on a actuellement historiographiques, c'est pas que le gros calcul scientifique du plan calcul, hein, je l'ai dit tout ça, mais c'est les réseaux de données, hein, donc c'est pas que les gros calculateurs scientifiques. Ma dernière partie sera, après il y a une partie photo, et c'est bien expliqué par Vivorca là, dans le colloque de 90. Donc, et moi j'aime beaucoup l'histoire des idées, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y avait chez De Gaulle en fait. Et là on sort vraiment de la création du CNEXO, du CCRST, etc., des sigles, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était la civilisation technicienne chez De Gaulle, quoi, parce qu'il y avait à la fois une appréhension et une volonté d'y aller quand même, quoi. Donc ça avait cette tension entre les deux, quoi. Donc la tension, c'était une forme de pessimisme bergsonien, hein. Je vous rappelle qu'on appelait ça dans les années 30 la querelle du machinisme, la civilisation technicienne. Je ne sais pas où j'ai pêché ça, mais la défaite de 40 n'est pas celle d'une nation. Elle n'a pas d'autre signification que la défaite face à une force mécanique, quoi. Enfin, vous voyez, donc, bon, il y avait déjà ça. C'est la force mécanique qui nous a battus. Je pense que ça figure dans les... Peut-être pas dans l'appel du 18 juin, mais dans l'appel. Ah, dans l'appel du 18 juin. D'accord, ok. D'accord, je pensais que c'était les autres après. D'accord. Ces derniers vœux, il interprète mai 68 comme un malaise moral lié à la civilisation mécanique moderne. C'est tout à fait étonnant. C'est une interprétation tout droit sortie des années 30, pratiquement, qui refait le 31 décembre 68 comme malaise dans la civilisation. Voilà, mai 68 a été l'expression de ce malaise-là et du fait qu'on n'a plus d'idéaux, on n'a plus d'idéaux religieux. Enfin, il n'est pas allé jusque-là, hein, mais voilà, c'est tout à fait étonnant. Hein, et il y a ce souci de comment émanciper le peuple d'une dictature technicienne. Et c'est vraiment des sujets d'actualité et qui étaient dans l'esprit de De Gaulle aussi, quand même. Hein, donc, moi, je travaille en ce moment sur la technocratie, les grands corps d'État. Et je ne veux pas parler de dictature technicienne, mais ça c'est un commentateur qui dit ça, mais c'est des sujets qui se posent aussi. Hein. Bon, mais c'est en tension de notre côté avec le grand développement scientifique et technique, 58-69, le développement technico-industriel a pu être vu aussi comme une échappatoire à l'Algérie à partir de Pompidou, Premier ministre, hein, en 62. Et puis, voilà, j'ai retrouvé un discours à l'école polytechnique Montagne-Sainte-Geneviève du 9 juin 59 de Gaulle. Hein, l'essor incroyable de notre ère industrielle et tout ce qui s'y rattache, en fait, de technique, de recherche, de réalisation, tout ce qui s'y rapporte d'énergie, de masse, de vitesse, nous enveloppe de conditions matérielles qui tendent à nous emporter. Donc il y avait aussi une espèce de caractère un peu épique. Hein, mais c'était aussi un peu l'époque. Hein, oui, bien sûr. Non, mais c'est pas une critique. Moi, épique, ouais. Ça ne rien de critique. Quoi, voilà, donc... mais quand même, voilà, ça c'est une phrase qui est presque des années 30 pour moi. Mais ouais. Bon, enfin, si on fait de l'histoire des idées, quoi, hein, mais à la grosse, hein, voilà. Bon, ben, je vous ai dit un certain pessimisme bergsonien devant une civilisation technicienne de 34 à 69 chez De Gaulle.
en écho aussi à un messianisme de la science qui avait alors très fort chez les communistes, qui avait à gauche, hein, c'était chez Langevin, chez Joliot, puis après la guerre aussi, hein, que la science, c'est l'émancipation de l'humanité passait par la science. Hein, on en est revenu, mais encore après Hiroshima, il y avait des gens qui disaient ça à gauche. Hein, c'était encore maintenant, il y a l'union rationaliste, etc., qui vous tiendront des discours comme ça, quoi. Donc on peut en discuter, mais donc et c'est en ce sens que je dis que De Gaulle peut-être se situe un peu plus côté de la droite là cette fois-ci. Il n'est pas messianiste, il n'est pas du tout un messianiste de la science du point de vue des idées. Hein. Après, dans les réalisations, il fait de la technique et il soutient la science, bien évidemment. Bon, cependant, la droite aussi commençait à prôner le haut avenir de l'intelligence. Hein. Chez Barrès, posthume en 1925, il y a le haut avenir de l'intelligence qu'avait mis en œuvre l'Allemagne, bien que défaite en 1918. Elle avait, dès 1870, considéré ce sujet comme primordial, quoi. Et Barrès, et on connaît l'influence barésienne chez De Gaulle, quoi. Donc, voilà. Voilà, il me reste à vous montrer les photos. Les photos, voilà. Alors. Alors, au début, c'est des photos aux amis de la Fondation Charles de Gaulle. On aime bien voir des photos de Gaulle, j'imagine. Alors, au début, c'est ses collaborateurs, donc, mais c'est pas évident de retrouver... je ne situais pas du tout ses collaborateurs. Pigagnol, je connaissais le nom. Lelon, je ne connaissais pas du tout le nom. Donc, oui, mais j'aurais dû dire qu'il est conseiller de Gaulle de 60 à 62. C'est lui qui a une phrase assez amusante. Enfin, assez amusante, il dit... la tradition, c'était que les conseillers ministériels, les conseillers du général, n'aillent pas aux réunions interministérielles. Sauf pour la recherche, il me demandait quand même d'y aller pour lui dire ce qui s'était passé, quoi. Quand on sait comment ça se passe maintenant, enfin, vous avez connu ça, Marc, les réunions interministérielles, c'est vraiment... Et encore, nous, c'est déjà ancien. Oui, oui, en plus. Ça a encore évolué. Oui, donc, oui, c'est bien pire, c'est les conseillers de l'Élysée qui font la pluie et le beau temps, quoi. Alors qu'une réunion interministérielle, c'était censé, dans la Constitution de la Ve République, être une réunion entre ministres, ouais, interministérielle, hein, pas entre directeurs de cabinet. Voilà. Alors, on fait les séries des photos de De Gaulle, alors allons-y. Donc ça, c'est visite au centre, c'est dans l'ordre chronologique. Hein. Marcoule, voilà, 2 août 58. Vous reconnaissez là... Perrin. Perrin, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Là, j'ai mis ça surtout à gauche, vous reconnaissez, hein, avec ses Reban. Et Guichard. Oui, bien sûr, ouais. Mais De Gaulle, qu'est-ce qui lui arrive là? Je sais pas, ouais, c'est Getty Images, ils l'ont pris comme ça. Là. C'est l'exposé à ce point ennuyeux. Non, mais je sais pas, un petit coup de chaud peut-être à Marcoule, je sais pas. Ah, c'est Marcoule. Oui, c'est toujours la même, voilà. Et notre playboy Olivier Guichard, là, donc voilà, derrière, là. Je dis Playboy parce qu'il faut lire ce que dit Catherine Ney d'Olivier Guichard dans ses mémoires. Je vous le conseille vivement. Donc ça, c'est le déjeuner au château du CEA à Marcoule. Hein. Et là, on reconnaît, qui c'est ça, c'est Pierre Guillaume, là, oui, à sa droite, là, donc à l'époque, donc ministre des Armées. Hein, donc voilà. J'ai pas trop identifié les autres personnages. Vous reconnaissez d'autres personnes? Non, là, il y a Perrin, à la gauche du général. Exact, oui, c'est Perrin. Oui, c'est Francis Perrin. Oui, absolument. Oui, non, c'est pas Pisani. Oui. Voilà. Non. Février 59, visite Sud Aviation. À droite, il y a un ministre qui est connu aussi. Buron. Buron, c'est ça. Robert Buron. Oui. Voilà, bon, je ne vais pas parler d'aéronautique, mais enfin, vous voyez, donc visite Sud Aviation à Toulouse, février 59. Voilà. Là, des photos que j'aime bien, j'en avais fait un article aussi sur on en avait mis sur notre blog d'histoire de Polytechnique, on avait republié dans le bulletin de la SABIX. Donc et dans l'Espoir. Et dans l'Espoir, oui, tout à fait. Le discours de Gaulle à... Et là, on revoit Guillaume, là, derrière, là, assez svelte. Et dans la cour, la fameuse cour voilà, qui doit se transformer, enfin bon, passons. Et là, voilà, toujours au même endroit. Et je ne sais pas, alors j'arrive pas à l'identifier. Pour moi, le président, le directeur général de l'IX, c'était le général de Guibon, compagnon de la Libération, nommé par la 4e République, compagnon de route de Leclerc, compagnon de route au sens chemin de Leclerc. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à voir si c'est lui, là, le général de Guibon.
Ouais, ça on voit pas, c'est un peu trop flou ma photo là. Si, je crois. Si, il a la croix de Gaulle. Ah, bah alors ça doit être Général de Guilbault. Si. Ouais, qui est assez grand hein, déjà par rapport à De Gaulle. Hein. Ouais. Et donc, voilà, c'était De Gaulle et ses compagnons aussi. Hein. Guillaume n'était pas compagnon. Hein, donc, et puis, il y a Bonneval derrière. Il y a Floïc, non? C'est Floïc? Oui. Ah, bah, montrez-le nous et alors. Et là, c'est pas Salan, là? C'est pas Général Salan? Ah, non? On fait le jeu des portraits, là, il avait quitté. Bah, il est nommé inspecteur des armées. Il quitte Alger. Et derrière, c'est Geoffroy de Courcelles. Derrière, c'est Geoffroy de Courcelles. Ah, prenez le bip là, Marc. Là, c'est Geoffroy de Courcelles. Non, là, c'est pas. Non, c'est Floïc qui est là. D'accord. Et là, non, c'est un général, évidemment. Bon. Non, je vois pas. Je pensais à Salan, parce que Salan quitte Alger, c'est un peu plus tard peut-être. Il est nommé inspecteur des armées, il faudrait vérifier. L'amiral Floïc, c'est moi qui ai fait sa photo sur Wikipédia quand on est allé à Londres avec la fondation. Oui, en 2010. J'ai pris dans le hall de la gare du Nord, j'ai mis la photo de Floïc sur Wikipédia. Là. Ouais. 11 mai 60, lancement du paquebot France. Vous reconnaissez qui là, ici, là? Madame de Gaulle, donc, mais de Gaulle est là, hein, il n'a pas délégué, il est autre part là, à ce moment-là, parce qu'après il fait un discours. Hein. Ouais, voilà, oui, tout à fait. Donc, visite CNRS mars 65 à droite. Jacquinot, mais pas à confondre, ne pas le confondre avec le ministre, hein, c'est un autre Jacquinot là, hein, donc, qui est DG du CNRS. Et à gauche, je ne sais pas qui c'est. C'est Fouché. Ah oui, bien sûr. C'est Christian Fouché. D'accord, ok. Oui. D'accord. Ah ben, je savais que j'aurais la réponse à ma question. C'est au CNRS à Meudon? Oui. C'est au château de Bellevue. Oui, tout à fait, oui. Qui va être vendu d'ailleurs, je crois. Oui, Fouché était ministre de l'Éducation. Oui, ça fait ministre de l'Éducation nationale, donc. Hein, ouais. Oui, c'est ça. Assez longtemps d'ailleurs. J'aime bien cette photo là, voilà, devant les manettes là, lancement du redoutable sous-marin nucléaire. Non, c'est pas à Strasbourg, c'est à Cherbourg. À Cherbourg, oui, pardon, c'est moi qui ai fait une erreur. Oui. Il va arriver dans le Rhin. Oui, pardon. Voilà, mais cette photo est intéressante, je trouve. Et ça, c'est un souvenir d'enfance que j'ai d'ailleurs, j'avais 7 ans. Et puis la dernière, voilà, je l'ai prise dans la revue Espoir, elle n'est pas extraordinaire, mais inauguration, c'est-à-dire premier vol du prototype Concorde, le 2 mars 69 à Toulouse. Voilà. Je m'arrêterai là sur cette dizaine de photos et ce rapide survol de l'action. Avec André Turca aux commandes, oui, mais là on ne voit pas, là, il est pas... Et donc ce rapide survol. Je me demande si c'est pas le préfet Erignac qui est avec ses lunettes. Si, je crois que c'est Claude Erignac, qui était jeune sous-préfet à l'époque. Jeune sous-préfet et chef de cabinet d'un des ministres à l'époque. Oui, il était chef de cabinet, je ne sais plus. Ouais. Non, c'est Erignac. C'est Erignac. Ouais. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alexandre.